Cette semaine, une conductrice a été arrêtée avec les capacités affaiblies avec son enfant à bord. Une poursuite spectaculaire à Saint-Charles-Borromée. Et finalement, les citoyens de Sainte-Mélanie en ont assez de leur maire, au point de se tourner vers les tribunaux pour se débarrasser de lui. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 19 mai 2025. Le 11 mai dernier, vers 11h30, un citoyen a alerté les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de Joliette, au sujet d'un véhicule zigzagant sur la route 131 Sud à Notre-Dame-de-Lourdes. Grâce à ces précieuses informations, les agents ont pu intercepter l'automobile à proximité de Joliette. La conductrice, une femme de 36 ans, originaire de Terrebonne, a été arrêtée pour conduite avec faculté affaiblie par la drogue. Un enfant de 12 ans se trouvait également à bord. Il a été pris en charge par un proche et les autorités compétentes ont été informées de la situation. La suspecte a été conduite au poste de police où un agent spécialisé en reconnaissance des drogues lui a fait passer une série de tests. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles ultérieurement devant le palais de justice de Joliette. Une poursuite policière spectaculaire a eu lieu vendredi après-midi dernier à Saint-Charles-Borromée, se terminant par une arrestation rocambolesque à Crabtree. Tout a commencé vers 14h15 lorsque les autorités ont tenté d'intercepter un motocycliste. Refusant de s'arrêter, l'individu a pris la fuite, déclenchant une poursuite policière qui s'est rapidement compliquée. Le conducteur a perdu le contrôle de la moto et s'est retrouvé à pied, tentant désespérément d'échapper à la police en traversant une rivière. Sa fuite aura cependant été de courte durée, car les forces de l'ordre l'ont appréhendé aux environs de 14h30. L'homme de 43 ans a été conduit à l'hôpital pour des blessures mineures. Son permis de conduire était déjà suspendu et déclaré non valide, ce qui pourrait aggraver sa situation devant la justice. Des accusations seront possiblement déposées lors d'une comparution ultérieure au palais de justice de Joliette. Une affaire qui rappelle l'importance du respect des règles sur la route. Également, vendredi dernier, une violente collision est survenue sur la route 131, soit le chemin Brassard à proximité du chemin Gouin à Saint-Zénon. L'accident s'est produit vers 12h30 lorsqu'une automobiliste a tenté de faire un demi-tour sur la chaussée sans avoir complété sa manœuvre à temps ni vérifié adéquatement la présence de véhicules. Un VUS circulant dans la même direction n'a pu éviter l'impact. La collision a entraîné le transport de 3 personnes au centre hospitalier, dont 2 ont subi des blessures plus graves. Les victimes sont 3 femmes, l'une dans la soixantaine et 2 autres dans la soixante-dizaine. Malgré la gravité de certaines blessures, on ne craindrait pas pour leur vie. Vous vous rappelez sûrement qu'on vous a parlé il y a environ un mois des conflits avec le maire de Sainte-Mélanie qui poursuit sa municipalité parce qu'il s'était fait refuser un permis de lotissement. Les contribuables de la municipalité devront ainsi payer des frais d'avocat pour défendre Sainte-Mélanie contre son propre maire. Découragés des agissements de leur maire, des citoyens de Sainte-Mélanie se tournent vers les tribunaux pour se débarrasser de lui. Selon les informations du Journal de Montréal, le résident Hugues Hainaut, appuyé et financé par une trentaine de concitoyens, a déposé une requête à la Cour supérieure du Québec mardi passé pour faire déclarer le maire Louis Freyd inhabile à occuper la fonction d'élu. M. Hainaut juge que c'est une question d'intérêt collectif et qu'il ne peut pas enlever son chapeau d'élu comme bon lui semble. Le recours vise à faire appliquer l'article 306 de la Loi sur les élections et les référendums, qui stipule qu'une personne qui profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite est inhabile à exercer la fonction d'élu municipal.
Une telle procédure intentée par des citoyens serait inédite, selon Hugues Hainaut. En temps normal, c'est la Commission municipale du Québec, la CMQ, qui se charge d'en demander l'application. Pour son action en justice, il dit vouloir forcer la main à la CMQ. Bien qu'il ne reste que 175 jours au mandat du maire, M. Hainaut croit que chaque jour compte et que ce n'est pas une raison pour rester inactif. Un rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail chez Poste Canada recommande des changements majeurs à la livraison du courrier. Le rapport préconise l'élimination progressive de la livraison quotidienne du courrier à domicile pour les adresses individuelles, tout en maintenant ce service pour les entreprises. Il suggère aussi la levée des moratoires sur la fermeture des bureaux de poste ruraux et la conversion vers des boîtes postales communautaires. Ce rapport fait suite aux perturbations causées par une grève qui avait affecté la livraison du courrier pendant les fêtes, poussant ainsi Ottawa à intervenir. Parmi les autres recommandations, Poste Canada pourrait embaucher des employés à temps partiel pour livrer les colis le week-end et ajuster ses itinéraires quotidiennement en fonction du volume du courrier. Des propositions qui pourraient transformer la façon dont les Canadiens reçoivent leur courrier. Mais selon les dernières nouvelles, la Société d'État a affirmé dans un communiqué que le syndicat l'a informé que les employés prévoient faire une grève dès vendredi matin à minuit. Poste Canada affirme que cette perturbation aggraverait la situation financière précaire de l'entreprise. Un sondage de CAA Québec révèle que 79 % des automobilistes souhaitent que le gouvernement mette temporairement sur pause les projets d'expansion routière pour se concentrer sur l'entretien des routes existantes. Selon Simon Bourassa, porte-parole de CAA Québec, le sujet suscite de vives discussions au Québec où le déficit d'entretien des infrastructures routières atteint 22,5 milliards de dollars. Ce constat est renforcé par le palmarès annuel des pires routes du Québec, qui mettent en lumière des routes en très mauvais état, tant dans les grands centres que dans les régions plus rurales. Cette année, le chemin du contour du lac à Beauce, situé à La Tuque, décroche le titre de la pire route. De nombreux autres axes, comme la route 117 en Abitibi et l'autoroute métropolitaine à Montréal, figurent également parmi les routes les plus dénoncées. À défaut d'avoir une place dans le top 10 des pires routes au Québec, l'autoroute 640, se trouvant dans les municipalités de Charlemagne et de Terrebonne, a été élue comme le pire tronçon dans la région de Lanaudière. Le palmarès par région des CAA classe l'autoroute au sommet, et ce, devant des routes telles que le rang Saint-Charles à Saint-Thomas et le rang double à Saint-Lin-de-Laurentide. Mais tout comme moi, vous connaissez sûrement d'autres endroits dans la région qui doivent sûrement faire partie de ce palmarès. En voici quelques-unes. La route 348 à Saint-Didas, la rue des Jardins à Mandeville, l'autoroute 40 à Berthierville, la route 131 à Saint-Thomas, le boulevard Pont-Brillant à Radune, la route 341 à Radune aussi, la route 347 à Saint-Côme, et j'ajouterai aussi la route 131 entre Saint-Félix-de-Valois et Notre-Dame-de-Lourdes. Pour les municipalités, l'entretien des infrastructures demeure un enjeu majeur alors que les ressources financières sont limitées. En attendant, les automobilistes continuent de payer des taxes élevées sans forcément voir d'amélioration concrète sur les routes qu'ils empruntent chaque jour. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Je vais faire un petit résumé de notre séance du conseil d'hier soir. On avait une grosse audience. On avait 2 personnes dans la salle. Je souhaite en avoir beaucoup plus, mais disons, on essaie de passer le message dans différents réseaux, puis on dirait que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on fait trop une belle ouvrage. Les gens, ils nous laissent aller. Bon, mais je débute. Point numéro 1, c'est qu'on a en caisse aujourd'hui 1,5 million.
Après ça, on a donné un mandat à Aventure de pêche pour l'année 2025. On a donné ça à l'heure juste. C'est eux qui vont s'occuper de faire l'activité de pêche qui va se tenir le 15 juin. Par la suite, on avait comme autre point quand même un peu important, je dirais, changement de date pour la séance du Conseil du mois d'octobre, parce que les élus n'ont pas le droit de siéger 30 jours avant les élections, s'il y a des élections. Par la suite, il y avait pouvoir d'inspection de l'employé saisonnier pour la vérification des piscines résidentielles extérieures. Ça, c'est un programme du gouvernement. Il nous oblige à vérifier toutes les piscines hors terre et creusées à ce qu'ils se mettent en loi. Ça, on a passé ça comme résolution hier. Après ça, on a acheté divers équipements pour le parc au centre multifonctionnel. On a des achats de poubelles de toutes sortes de modèles, des poubelles à double voie, des poubelles simples. On a fait on va faire l'achat de lumière solaire pour le parc parce que l'été c'est correct parce qu'il fait noir vers 9h, 9h30, 10h. Sauf que l'hiver à 5h, 5h30, il fait noir puis il y a beaucoup d'activités là-bas au centre multi. Après ça, il y a eu une demande de contribution annuelle de la Croix-Rouge, donc ça montait à 2900, on avait 2900 de population, donc c'est 21 cents par capita. C'est un montant de 609 $ qu'on doit à la Croix-Rouge. Par la suite, on a passé aussi, la FADOC nous ont demandé un certain montant d'argent pour leur 50e anniversaire, donc on donne 2000 $ à la FADOC. On a également eu confirmation de l'aide financière du programme d'infrastructure municipale des aînés, le PRIMA. On a eu 99 896. Il aurait dû arrondir à 100 000. Après ça, on a eu l'annonce d'un transfert, une bonification pour le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec. C'est ce qu'on appelle la TEC. On a eu un 134 446. Et puis, on a eu des confirmations de règlement d'emprunt pour la tour d'observation, qu'on est présentement sur les réseaux sociaux pour l'appel d'offres. Puis, l'autre point qui était très important hier, c'était nos dépôts d'année fiscale avec le comptable. On finit l'année avec une très belle année, une fin d'année fiscale avec 1 315 000. C'est sûr que dans ce 1 315 000-là, on avait 4 terrains qu'on a vendus pour à peu près 315 000. Donc, on fait un surplus de 1 million de $. Puis, si je peux comparer le reste de la MRC ou le reste du Québec avec notre taux d'endettement par 100 $ d'évaluation, notre richesse foncière, nous, on est à 45 sous. L'ensemble du Québec est à 1,52 $. Puis la MRC, notre MRC est à 1,10 $. Donc, on est pratiquement 3 fois en deçà de notre endettement pour notre population. Donc, c'est des très, très beaux résultats. Puis, on est vraiment, le Conseil, très, très fiers de ça. Puis, nos gens à l'intérieur de l'administration font un excellent travail. Merci à vous tous. On se reprend le mois prochain. Les amoureux de la nature ont rendez-vous à Rawdon ce samedi 24 mai pour la 3e édition de l'EcoFest. L'événement se tiendra à la plage municipale ou au collège Champagnard en cas de pluie, de 9h à 13h. Au programme, il y aura une distribution gratuite de compost, d'arbustes et d'arbres, ainsi que des activités familiales comme des jeux gonflables, du maquillage et des ateliers éducatifs. Il y aura également un échange de plantes vivaces ainsi qu'un bazar d'équipements sportifs qui permettront aux visiteurs de repartir avec de nouvelles trouvailles. Plusieurs organismes seront sur place pour sensibiliser le public à diverses initiatives environnementales. Et du côté gourmandise, les festivaliers pourront goûter des spécialités comme les saucisses de bison et de wapiti, des smoothies à vélo et une sélection de produits biologiques. L'événement promet d'être une belle occasion de se rapprocher de la nature et d'en apprendre davantage sur l'écologie. Avec l'arrivée des températures plus douces, les tiques refont surface. Invisibles, mais bien présentes, elles peuvent transmettre des infections comme la maladie de Lyme et l'anaplasmose.
La santé publique souligne l'importance de se protéger contre les piqûres, soit en portant des vêtements longs, en appliquant un chasse-moustique, en restant sur les sentiers et en inspectant sa peau après chaque sortie en plein air. Ces parasites se cachent dans l'herbe haute et les zones boisées jusqu'à l'arrivée des premières gelées. Il est donc très important d'entretenir son terrain pour limiter leur présence. En cas de piqûre, un traitement préventif peut être prescrit par un pharmacien. Il est très important de surveiller l'apparition de rougeurs, douleurs articulaires ou fièvre. Et en cas de doute, on vous suggère de consulter un professionnel de la santé. En terminant, restez vigilants et adoptez ces précautions pour éviter les complications. Mercredi de la semaine dernière avait lieu le dévoilement des nouveaux locaux de Cible Famille Brandon de Saint-Gabriel. On écoute. C'est le 14 mai dernier qu'a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de Cible Famille Brandon à Saint-Gabriel. Depuis 35 ans, cet organisme joue un rôle crucial dans la communauté en offrant des services et un soutien précieux aux familles. La conférence était animée par la directrice générale de Cible Famille Brandon, Mme Manon Pagette. C'est avec une immense joie et une grande fierté qu'on vous accueille aujourd'hui pour un moment qui est important pour nous. L'inauguration de nos nouveaux espaces. Ceux qui sont venus quand même quelques fois parce qu'on a fait quelques travaux d'agrandissement, ben c'est la dernière fois, il n'y a plus de place. Le projet, c'est plus que des murs. On veut aussi que ce soit un lieu d'innovation, de collaboration et bien sûr d'espoir. Ils incarnent notre engagement comme organisme à évoluer, à nous adapter, puis à toujours aller de l'avant pour mieux servir la communauté. Plusieurs personnes ont pris la parole au cours de cette conférence, dont la présidente du conseil d'administration, Mme Élisabeth Duplessis, le préfet suppléant de la MRC de Dautré, M. Jean-Luc Barthe, ainsi qu'un généreux partenaire de Cible Famille Brandon, représenté par la directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, Mme Mélissa Ouellette. Sans oublier, bien sûr, la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, qui a également adressé ses félicitations à l'organisme. Bonjour à tout le monde. Je voulais prendre un petit moment pour vous féliciter du fond du cœur. Grande journée pour vous, inauguration des nouveaux locaux de Cible Famille Brandon. Quelle belle étape! Un organisme qui nous tient à cœur depuis 35 ans. Vous jouez un rôle essentiel auprès des familles de toute la région. Très, très heureuse d'avoir pu contribuer avec tous mes collègues de l'Assemblée nationale au financement de ce beau projet-là. Votre travail au quotidien, bien, ça inspire par votre dévouement, votre engagement envers les parents, les familles, tous les enfants de la communauté. Bref, bravo à toute l'équipe, aux nombreux partenaires pour leur soutien indéfectible. Puis je vous souhaite une belle, belle inauguration, un avenir encore plus prometteur dans des nouveaux espaces. Merci tout le monde. À la conclusion de la conférence, une plaque de remerciement soulignant l'implication des partenaires financiers a été dévoilée et un toast a marqué l'inauguration des nouveaux locaux. Bien, santé à tous, santé à Cible Famille. Merci. J'en ai profité après la conférence pour m'entretenir quelques instants avec la directrice générale, Mme Manon Pagette. Manon Pagette, qui est directrice de Cible Famille Brandon, bonjour. Bonjour. Madame Pagette, Cible Famille Brandon, ça existe depuis de nombreuses années et on vient en aide aux familles. On a fêté tout dernièrement, là, combien d'années? Là? 35 ans. 35 ans, puis aujourd'hui, dans le fond, c'est l'événement qui clôture notre 35e année d'activité. Wow! Expliquez-moi, est-ce que Cible Famille Brandon vient en aide aux familles, vient en aide, supporte les familles? Est-ce que c'est seulement pour la région de Brandon ici? En fait, nous, Cible Famille Brandon, on est une maison de la famille, donc on était incorporé en 1989. Notre volet maison de la famille dessert toutes les municipalités de Brandon. Sauf qu'on a un volet de centre de ressources périnatales. Depuis 2018, on est reconnu par le réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Et c'est ça, comme centre de ressources périnatales, on dessert l'ensemble de la MRC de Dautré. Expliquez-nous quel genre d'espace qu'on retrouve ici à la maison. Oui, bien, en fait, l'agrandissement, ce qui a permis, c'est d'avoir plus d'une salle. Donc, au sous-sol, maintenant, on a une salle vraiment pour tout ce qui est les activités massage pour bébés, ateliers culinaires,
ateliers de stimulation par enfant. Ce qui nous a permis aussi avec l'agrandissement, c'est d'avoir toute une section maintenant qui est dédiée au service de halte garderie. Nous, on a un service de halte garderie communautaire, donc on offre le service 4 jours par semaine. On est complémentaire à ce qui se fait, mettons, au niveau des centres, des centres de la petite enfance, les CPE, dans le sens que nous, c'est pas des enfants qui sont inscrits à temps plein. C'est vraiment, mettons, bon, un parent, il a un rendez-vous, il veut participer à une activité, ou simplement l'enfant a besoin de socialiser avant de commencer la maternelle. Donc, on a un peu plus de 80 enfants d'inscrits à la halte garderie. Puis, dans le fond, ils ont accès à 1 journée à 2 journées par semaine. Donc, la halte garderie, elle est multi-âge. C'est pour ça qu'on a comme 2 éducatrices, 1 éducateur. Fait que c'est entre autres, ça l'a permis justement de placer en bas vraiment la halte garderie. Puis ici, dans le fond, on a 2 salles qui sont un peu multifonctionnelles grâce à la cloison mobile. Ce qui fait que, dans le fond, on peut avoir une activité de l'autre côté, une activité ici, parce qu'avant, avec les anciens espaces, on avait parfois des listes d'attente au niveau des activités. Tandis que là, ça nous permet justement d'accueillir plus de personnes et d'avoir plus d'activités et services à offrir à la population. Là, justement, en parlant de services, vous aviez parlé d'une halte garderie. Oui. Est-ce qu'il faut réserver pour pouvoir faire, mettons, si on va emmener notre enfant ici pour une journée ou quelque chose? Oui, bien sûr. Dans le fond, il faut faire l'inscription, il faut devenir membre de l'organisme. Puis après ça, on a juste à appeler quelques jours à l'avance. On appelle quelques jours. Habituellement, on demande aux parents d'appeler genre le vendredi, puis on sélectionne les places pour la semaine qui suit. Merci bien. Merci. Bonjour. L'été s'annonce musical à la plage municipale de Saint-Gabriel, alors que la ville vient de dévoiler sa programmation estivale 2025. 3 grands rendez-vous attendent les citoyens et les visiteurs sur les rives du lac Masquinongé. Le lundi 23 juin, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, la scène accueillera Jean-François Bastien, connu pour sa participation à Star Academy. Le spectacle sera suivi de feux d'artifice. Le samedi 19 juillet, ce sera le groupe latino Daniel Alejandro qui promet une soirée des plus festives. Et finalement, dimanche le 31 août, la saison estivale se conclura en beauté avec Laurence Saint-Martin, une étoile montante de la région de Berthierville qu'on vous a présentée lors de l'émission finale d'Une voix pour ta voix. La ville de Saint-Gabriel invite donc la population à venir profiter de ces soirées festives en famille, entre amis ou en solo, dans un décor enchanteur au bord du lac Masquinongé. Bonne nouvelle pour les jeunes amateurs de pêche. Le 14 juin prochain, 64 jeunes auront l'opportunité de s'initier à la pêche grâce au programme Pêche en herbe, organisé par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec. L'activité, soutenue par Canadian Tire et le ministère de l'Environnement, permettra aux participants d'apprendre les techniques de pêche, l'éthique du pêcheur, ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de préservation de l'environnement. Chaque jeune inscrit recevra un certificat pêche en herbe tenant lieu de permis de pêche jusqu'à ses 18 ans. L'événement est gratuit, mais l'inscription est obligatoire avant le 5 juin via la programmation estivale des loisirs de Notre-Dame-des-Prairies. Cet été, c'est plus de 18 000 jeunes à travers le Québec qui pourront vivre cette expérience unique. Depuis sa création, le programme a initié plus de 380 000 jeunes à la pêche sportive. À Saint-Ambroise de Kildare, la communauté s'est réunie le samedi 10 mai pour inaugurer de nouvelles installations sportives. La municipalité a officiellement ouvert une piste à rouleaux et des terrains de tennis entièrement rénovés, offrant aussi la possibilité de jouer au pickleball. Le maire, M. Michel Dupuis, a souligné l'importance de ces espaces pour encourager l'activité physique et le rassemblement. La piste à rouleaux accueille autant les cyclistes que les adeptes de trottinettes et planches à roulettes, tandis que les terrains de tennis, maintenant marqués pour le pickleball, répondent aux besoins des amateurs de sport. L'événement a également été l'occasion de remercier les partenaires engagés dans le projet, dont la MRC de Joliette et la Caisse des Jardins de Joliette et du Nord de la Naudière. La municipalité invite donc la population à profiter de ces nouvelles infrastructures et surtout à en prendre soin. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales.
Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.